Alors, si j'ai bien tout compris, vu ce qu'on m'a dit, je branche mon portable ici. Et normalement, avec l'énergie du menhir, le portable va se recharger. Ça marche pas, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on s'est encore un petit peu foutu de moi. Ah, vous êtes là? Ah, désolé, hein, je tentais quelque chose parce que là j'ai un petit problème de batterie. Comme vous l'avez compris, on m'a dit tu branches le fil devant le géant du Magno et ça va recharger le portable. Mais je sais pas, j'ai peut-être pas branché au bon endroit ou alors c'est peut-être mon fil qui est pas compatible. Allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va découvrir un des sites les plus visités de Carnac, avec son plus grand menhir qu'on appelle le géant du Magno. Et peut-être que vous distinguez derrière un autre monument qu'on appelle le pseudo-quadrilatère. Je vais vous présenter tout ça et vous allez voir, c'est très intéressant. Allez, c'est parti. On commence l'aventure depuis le parking de l'alignement du Magno. Donc il y a un petit panneau, je vais vous montrer un petit peu où on en est. Ici, il y a l'alignement du Magno avec le tumulus et la grande stèle au serpent. Nous, on va faire le petit parcours là qui va nous mener jusqu'au quadrilatère et au géant du Magno. Alors, le terrain remonte en pente douce. Et d'ailleurs, il me semble que le terme Magno, c'est du breton et ça signifie les montagnes. Alors, sûrement parce que en fait, le terrain est pas mal bosselé ici. Mais ça faisait peut-être aussi une référence aux nombreux tumulus qu'on retrouvait dans toute la zone. Alors il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer, et c'est qu'on voit que la zone a été aussi pas mal morcelée en parcelles grâce à ces petits talus et à des murets de pierres sèches. Ces murets sont pas très anciens, ça date de 1800-1900 on va dire, mais on sait que certains de ces talus dateraient du néolithique et finalement ont été réemployés pour créer des parcelles de culture. C'est un des sites les plus visités qui a été pas mal aménagé. Depuis 2024, en fait, ils ont mis un petit fil autour de la zone pour éviter que les gens viennent trop piétiner au pied du quadrilatère et du menhir. Je prendrai quand même quelques images en passant par-dessus le fil. Je vais être très précautionneux. On commence déjà un petit peu à voir le quadrilatère derrière ce grand muret de pierre sèche. Ce qu'on va faire, c'est déjà un petit tour rapide de la zone pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc devant nous, on a le quadrilatère avec ces deux roches qui dépassent. Ça, on passera pas mal de temps dessus parce que finalement, c'est les deux pierres les plus intéressantes de ce quadrilatère. Et juste après, on découvre notre fameux géant. Un très très beau menhir. Alors quand on continue par là, il y a aussi deux cailloux particuliers cachés dans les bois. On a la pierre carrée. Et quand vous partez sur la droite, vous avez un petit chemin à travers les genêts qui vont nous amener à une autre pierre que, on va dire, les pseudo-archéologues appellent la femme. Donc il y a trois blocs, mais vraiment le bloc qui intéresse tout le monde, eh bien c'est celui-ci. Il me semble même que le nom exact est peut-être la pierre de la femme enceinte. On va y revenir après. Nous, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est décrire un petit peu ce fameux quadrilatère. Alors, c'est un site qui est sujet à de nombreuses spéculations par rapport à ses qualités supposées astronomiques et géométriques. Il y a de nombreux pseudo-archéologues qui voient dans ce site une sorte de calculateur astronomique. Certains même prétendent qu'on pourrait y voir une mesure du mètre. Si on pouvait calculer un petit peu les variations des saisons, eh bien ça aurait pu servir aux agriculteurs, parce que les hommes du néolithique, voilà, c'était les premiers agriculteurs, et donc c'est vrai que connaître le cycle des saisons est plutôt important quand on veut planter ou récolter. Je pense qu'on n'avait pas besoin de structures aussi complexes pour faire ça à l'époque. Je pense que les hommes du néolithique étaient tout à fait capables de connaître tout ça simplement en regardant le ciel. Il est d'ailleurs totalement différent de l'autre quadrilatère de la région de Carnac, le quadrilatère de Crucuno. Il fait à peu près 45 mètres de long et à l'heure actuelle, il compterait environ 90 pierres. Le site fut classé monument historique en 1900, en même temps que l'alignement du Magno.
On a peut-être pensé qu'on avait un site unique, mais on est vraiment excentré par rapport aux alignements et on peut aussi y voir un monument complètement à part. D'ailleurs, à l'instar du tumulus du Magno, ce monument est sûrement plus ancien que les alignements et était peut-être déjà oublié lors de leur construction. Ce site a été fouillé et restauré en partie par le Rouzic. À ma connaissance, on ne retrouve aucun rapport de ces fouilles ou alors ils sont très parcellaires. On sait toutefois qu'il a été énormément remanié lors de celle-ci et des restaurations effectuées en 1890, puisque les premières descriptions et gravures de ce monument nous dévoilent une structure sensiblement différente à l'origine. Et on le voit très bien sur ce croquis ancien. Le site n'avait vraiment pas la forme qu'il a aujourd'hui. À la base, je pensais que quadrilatère, ça voulait dire un rectangle. Mais même aujourd'hui, cette structure ne présente pas d'angle droit. Elle a plutôt une forme d'entonnoir, puisque ses deux extrémités n'ont pas les mêmes dimensions. Alors j'ai posé la petite boussole, on va regarder. Mais bon, il n'y a pas d'orientation remarquable, comme j'appelle ça. Comme d'habitude, orienté est-ouest, avec l'ouest dans cette direction. On est à peu près sur du 70 degrés est. On voit bien sa structure sur ce plan assez récent, où d'ailleurs la deuxième enceinte n'est curieusement pas représentée, alors que ces blocs faisaient sûrement partie du quadrilatère à l'origine. On a donc une structure évasée, plus large à l'est qu'à l'ouest, et ça vous rappellera sûrement quelque chose. Alors vous avez peut-être déjà trouvé à quoi aurait pu servir ces structures, ce qu'elle était à l'origine, puisque en fait c'est pas la première fois qu'on en parle, on en avait aussi parlé pour le tumulus du Magno. Eh bien en fait ici on avait aussi un tumulus. Les restes de ce tumulus ont été complètement détruits lors des fouilles et des restaurations. Bien sûr c'était une autre époque, parce qu'à l'époque c'était pas des archéologues qui faisaient ça, c'était des antiquaires de la société polymatique du Morbihan. Ces antiquaires, ce qui les intéressait, c'était pas vraiment la structure des monuments, mais plutôt ce qu'ils renfermaient. On n'a d'ailleurs retrouvé aucun mobilier archéologique dans les restes de ce tumulus. Mais déjà à l'époque des premières fouilles, la zone était complètement ravagée, puisque, on le sait, à l'origine, eh bien, un moulin était implanté dans une partie du tertre. On peut encore voir ces fondations sur cette gravure réalisée en 1887, soit 3 ans avant les fouilles et les restaurations. On en retrouve encore quelques traces, et c'est quand même assez intéressant à regarder, parce que ça nous apprend aussi un petit peu comment fonctionnaient ces moulins à l'époque. Alors on est vraiment sur le côté de la structure, mais quand on regarde au sol, on voit un agencement de pierre assez étrange, qui forme un petit peu comme un arc de cercle. Et bien ça permettait en fait de modifier la position de la roue du moulin pour qu'il prenne au mieux le vent. Ça fonctionnait un petit peu comme un engrenage, position 1, 2, 3, 4, 5. Et ça permettait de faire tourner ce moulin à plein régime, on va dire. Le moulin était sûrement implanté ici. On ira à l'intérieur du quadrilatère tout à l'heure parce que vous verrez qu'on en voit peut-être encore un petit peu les traces. À l'époque du moulin, je pense que la deuxième enceinte servait de zone de garage. Quand les gens venaient apporter le grain à moudre et récupérer la farine, eh bien, ils venaient se garer ici. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, avec la création du moulin, les fouilles et les diverses restaurations, eh bien, c'est sûrement trompeur par rapport à ce qu'était ce monument au néolithique. Donc avec tout ça, vous avez sûrement déjà deviné à quoi servait cette structure. Eh bien, si on avait un tumulus ici, en fait, ces pierres sont les restes du parement de ce tumulus. C'est ces pierres qui permettaient à ce que le tumulus reste bien en place. On avait d'ailleurs vu ce type de construction dans la vidéo sur le tumulus du Magno. Celui-ci avait également une structure évasée, plus large à l'est qu'à l'ouest. Je vous en avais aussi parlé, mais outre le tumulus du Magno et ce pseudo-quadrilatère, on retrouve de nombreux monuments semblables dans la zone. Notamment 2 à quelques centaines de mètres dans la forêt devant nous et qu'on visitera prochainement.
Donc on est vraiment sur une structure très basique finalement, du Morbihan et de la Bretagne, à savoir quand même des grands tumulus qui renfermaient sûrement des tombes, que ce soit sous la forme de coffres funéraires ou de dolmens. Alors le plus intéressant finalement, c'est les deux plus grands blocs de ce quadrilatère. C'est autour de ces deux blocs. Regardez, il me coupe mais il y a un petit gardien du site. Il est très mignon, un petit rouge-gorge, il est en train de venir voir ce qu'on fait. Donc je vous disais, hein, c'est ces deux blocs peut-être les plus intéressants, puisque finalement toutes les théories astronomiques tournent autour d'eux, mais moi j'y vois une explication aussi tout à fait raisonnable. Leur présence a finalement rien d'extraordinaire, je pense. C'est même possible qu'en fait ces blocs ne faisaient pas partie de ce monument à l'origine et qu'ils ont été rajoutés lors des restaurations. Donc je vais vous montrer très rapidement un petit peu on va dire leur qualité astronomique. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que déjà d'une part, je ne suis pas spécialiste de la question. Et de l'autre, je pense que c'est énormément tiré par les cheveux. Il faut en fait se placer à l'intérieur du monument et regarder en direction du géant que l'on voit à travers cette ouverture. Cet angle indiquerait le lever du soleil au solstice d'hiver. En visant tout droit, on tombe sur la Dame enceinte. Le bloc serait orienté vers le lever du soleil au solstice d'hiver et aligné sur le géant au lever du soleil approximativement 9 mois plus tard. Un peu plus loin, on a aussi la pierre carrée qui formerait l'angle droit d'un triangle rectangle 3-4-5 avec la Dame et le géant. Le reste du monument nous donnerait également de très nombreuses indications grâce à cette porte et au mouvement du soleil. Comme par exemple le 1er mai qui correspondrait à une fête celte, ou encore le 14 août, veille de l'Assomption qui célèbre la Vierge Marie. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ces théories souffrent tout d'abord d'un gros problème de temporalité. Car on mélange fête chrétienne et fête celtique alors que l'on n'a aucune preuve que celles-ci sont issues du néolithique. Le contraire serait d'ailleurs plutôt étonnant vu que plusieurs millénaires séparent ces époques. On mélange plusieurs époques et puis on oublie aussi les nombreuses restaurations et modifications qu'ont pu subir le site. Et qui rendent de fait caduques toutes ces observations avec des angles établis au centième de degré près. Pour en finir, on connaît cependant quelques dolmens orientés sur les solstices et les équinoxes, comme la Roche-au-Fée à Essé, mais jamais rien d'aussi précis. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Ce pseudo-quadrilatère, en fait, a été restauré selon ce que les archéologues et les antiquaires de l'époque pensaient qu'il devait être à l'origine. Puisqu'il y a de nombreuses structures similaires, comme je vous disais, en Bretagne, sorte de quadrilatère. Et notamment, il y en a un pas loin nommé le dolmen de Carlescan. C'est en fait une allée couverte, un type de monument finalement assez peu représenté dans la région. Ces deux sites ont une structure en quadrilatère que je trouve sensiblement similaire. On retrouvait également dans le dolmen de Carlescan deux pierres servant de porte à cette allée couverte et ressemblant étrangement aux deux grandes stèles du pseudo-quadrilatère. Ces dernières avaient probablement la même fonction et permettaient donc d'accéder à un monument enfoui dans le tumulus. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le Morbihan qu'on retrouve ça. On en retrouve aussi sur de nombreuses allées couvertes. C'est des portes en hublot, on appelle ça. Vous aviez un caillou au milieu qui était parfaitement agencé et qui permettait de sceller le monument au besoin. Alors ici, on n'est pas totalement encore sur des hublots, ce qui me ferait dire finalement que le monument est peut-être plus ancien que ces allées couvertes qui sont souvent datées vers moins de 2500. En passant par cette porte, on débouchait selon moi sur un long couloir. Et donc on avançait pour accéder à une sorte de chambre principale. D'ailleurs, on en voit peut-être encore des traces, puisqu'il y a des pierres au sol qui semblent former un cercle. Alors la présence de ces blocs pourrait aussi s'expliquer tout simplement parce qu'on avait peut-être ici les fondations du moulin, mais aussi peut-être que tout simplement le moulin a été implanté sur la chambre principale de ce monument parce que c'était ici qu'on avait les plus grosses pierres.
Donc on s'est servi encore une fois directement sur place. On n'a pas été bien loin, on a pris les plus grosses pierres et on a construit le moulin avec. Alors bien sûr, tout ça ce sont mes suppositions, mais moi je vois bien une allée couverte ici. Cependant, il faut tout de même préciser que lors des fouilles, aucune trace d'une chambre ou d'un dolmen n'a été retrouvée. On avait peut-être tout simplement ici des coffres mégalithiques, comme pour le tumulus du Magno. Si c'est le cas, cette porte aurait donc été inutile et on peut s'interroger sur la présence de ces deux pierres. Eh bien, il y a peut-être une explication et je vous avoue qu'elle est quand même assez malheureuse. En fait, celles de l'allée couverte de Carlescan ont disparu début 1900. Et selon moi, c'est possible qu'elles aient été déplacées pour restaurer le site, sûrement plus facile d'accès et plus attrayant avec le géant à côté pour les premiers visiteurs souvent fortunés. Ce n'est pas du tout inconcevable puisqu'on savait très bien déplacer les pierres à cette époque. Comme par exemple pour les alignements de Karnak, notamment ceux de Kermario, où de nombreux blocs ont été déplacés ou même ajoutés pour reconstituer certaines files. Donc ici, possiblement, on a la porte d'entrée de l'allée couverte de Carlescan. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce quadrilatère, hein. Donc, comme je vous disais, une structure où il y a de nombreuses spéculations par rapport à ses propriétés astronomiques ou géométriques. Mais finalement, on avait un monument plutôt commun de ce qu'on retrouve dans la région, à savoir un tumulus qui renfermait sûrement des coffres funéraires ou une allée couverte. On va aller voir le fameux géant du Magno parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi sur lui. On se retrouve devant, à tout de suite. Allez, on va aller voir le fameux géant du Magno. Je vais crever tout de suite l'abcès, mais ce menhir a en fait toujours été connu couché et fut relevé par Zacharie Le Rouzic début 1900. Et ce qu'on sait, eh bien, c'est qu'on n'a retrouvé aucune fosse de calage pour ce grand menhir. Est-ce qu'il est encore, on va dire, en position d'origine ou avec une orientation d'origine? Eh bien, c'est très difficile à dire. Alors, vu qu'on ne retrouve pas sa fosse de calage, eh bien, certains archéologues pensent que potentiellement cette pierre n'a jamais été dressée en fait. C'est quand même assez étrange qu'on ne retrouve pas sa fosse de calage. Mais comme disent certains archéologues, toutes les pierres n'avaient pas vocation à être dressées. Leur utilité était peut-être en étant couchées. C'est un petit peu moi ce que j'appelle l'étable. C'est également une pierre isolée, et c'est en fait très peu commun à Karnak. Toutefois, d'autres stèles sont sûrement manquantes, et ce menhir, de par sa taille, aurait pu servir de poteau indicateur pour le quadrilatère à côté. Bien sûr, ça reste un bloc tout à fait impressionnant. Et c'est d'ailleurs, avec ses 6,50 m de haut, le plus grand menhir de Karnak. En granit, comme d'habitude, il doit bien peser dans les 50 tonnes. D'ailleurs, si ce menhir porte le nom de géant, ce n'est pas seulement pour sa taille, mais aussi pour une pareidolie bien visible sur cette face. On a l'impression d'y voir un visage. Et donc c'est pour ça que les gens lui ont donné le nom de géant. Bien sûr, ce nom n'est pas très ancien, puisqu'avant que ce menhir ne soit relevé, ça n'était pas vraiment visible. Une croyance fut également inventée à cette époque, certainement pour attirer plus de visiteurs sur le site. C'est que si vous jetez un caillou et que vous arrivez à le maintenir sur sa tête, eh bien ça porterait bonheur. Visiblement, il y en a qui ont été chanceux. Bien sûr, et comme un panneau l'indique sur place, ne le faites pas, car ça abîme la tête de ce beau menhir. Je l'avais aussi évoqué dans la première vidéo de cette playlist. Alexander Thom voyait dans le géant, combiné aux alignements, le principal observatoire astronomique de Karnak. Une hypothèse bien mise à mal si ce bloc n'a jamais été dressé. Une autre de ses particularités, c'est que cette face est assez lisse, comme si elle avait été bouchardée. On a tapé dessus avec d'autres pierres pour le rendre plus lisse. Les hommes du néolithique faisaient ça pour le préparer à recevoir des gravures. Toutefois, on n'en retrouve aucune sur ce bloc. Un œil avisé verra tout de même plusieurs marques étranges à sa surface, mais elles sont en fait dues aux restaurations. Cet aspect lisse pourrait également s'expliquer par le fait que ce bloc est un affleurement unique, et donc qu'il a seulement été extrait du sol sans être débité.
Une autre observation laisse à penser que ce menhir n'a peut-être jamais été dressé. En effet, on ne voit pas d'érosion sommitale. Je vous en parle très souvent, mais normalement on voit des sortes de coulures à son sommet, et ici elles sont très peu visibles. Mais c'est possible qu'il ne soit pas resté en place suffisamment longtemps pour que ces marques apparaissent. Par exemple, un tremblement de terre aurait pu le faire chuter peu après son édification, comme ce qui est envisagé pour le grand menhir brisé de Locmariaquer. Un changement de population et ou de culture est également envisageable. Et finalement, cet immense bloc, devenu inutile, aurait fini oublié parmi les broussailles. Un dernier élément bien visible pourrait également expliquer pourquoi cette pierre n'a pas été dressée. Eh bien, peut-être que quand les hommes du néolithique l'ont extraite, ils se sont aperçus qu'il y avait cette immense faille à son pied. Et ils se sont peut-être dit que finalement, la pierre était trop imparfaite pour qu'elle soit dressée. Alors c'est un avis personnel, mais je le trouve bizarrement moins impressionnant que d'autres menhirs, pourtant moins grands, comme ceux de la Chame des Bondons par exemple. On a l'impression qu'ils sont plus grands que celui-là. J'ai vu également des dalles à Monteneuf qui sont très impressionnantes et qui ont l'air aussi plus grandes. Donc il y a peut-être une explication aussi, c'est que quand on vous dit qu'il fait 6,50 m de haut, eh bien c'est peut-être sa taille hors sol qui a été mesurée avant sa restauration. Et peut-être qu'il est en fait à l'heure actuelle enterré d'un bon mètre. Ce qui nous donnerait une taille visible finalement assez commune de 5,50 m. C'est dommage, mais on ne retrouve pas de photos de ces restaurations, ce qui nous aurait permis de le vérifier. Je commence à avoir le soleil dans les yeux. D'ailleurs aujourd'hui normalement, dans quelques heures, il y a une éclipse de soleil. On verra si on voit quelque chose. Ça pourrait peut-être faire une bonne photo avec ce géant. Alors on va s'approcher parce qu'il y a quelques détails que je voulais vous montrer. Notamment à son pied, il y a plusieurs petites pierres. Mais aussi sur cette face-là, on retrouve quelques marques des restaurations. En effet, de nombreux blocs sont visibles au sol et on pourrait croire qu'il s'agit d'éléments de la fosse de calage. En fait, ce sont principalement les restes des affleurements de granit dont ont été extraites les pierres de ce site, ainsi que des blocs rajoutés lors des restaurations ou encore des vestiges de murets. Quelqu'un m'a aussi raconté qu'un cercle de pierre entourait le géant il y a encore quelques années. C'est plutôt étrange, mais il me semble apercevoir tout de même quelques gravures grâce à la caméra. On a l'impression de voir une sorte de forme en bouclier. Et ici, on a l'impression avec les mousses de voir les pattes peut-être d'un animal. Mais avec des études vraiment poussées photographiques, eh bien, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. Par contre, de nombreuses dégradations, et c'est bien triste, sont bien visibles. Vous voyez, il y a de nombreuses personnes qui ont voulu graver leur nom ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que certains se disent amateurs de mégalithes, mais ils n'hésitent pas à les dégrader finalement. Et personnellement, ça me fait un petit peu enrager. Ce que je voulais surtout vous montrer, ce sont des marques plus étranges que l'on retrouve tout le long du menhir. Par exemple, on a ici des traces caractéristiques d'un outil en métal. Et certaines ressemblent même fortement à des cupules. Eh bien, ces traces, c'est pas du tout des cupules, ça date pas du tout du néolithique, mais ça provient des restaurations effectuées par le Rouzic. Comme vous le savez, c'est lui qui a redressé ce bloc avec son équipe en utilisant tout simplement des criques et des étais de bois. Et le Rouzic, il me semble que dans ses textes, a bien précisé comment avait été relevé le menhir et qu'il l'avait aussi un petit peu abîmé. Donc ici, il faut s'imaginer qu'on avait une sorte de poteau en bois qui maintenait le menhir. Et avec les criques et des cordes, eh bien, il a été relevé au fur et à mesure, petit à petit. Et on a calé des morceaux de bois à plusieurs endroits pour qu'il soit relevé totalement. C'est tout de même amusant de se dire qu'un bloc de ce poids a été relevé par très peu de personnes avec des outils somme toute assez rudimentaires. Comme quoi, même sans machine moderne, rien n'est impossible. Je pense qu'on a fait le tour aussi de ce bloc. Il me semble vous avoir tout dit. Encore une fois, c'est dommage qu'on ne retrouve pas vraiment de photos de ces restaurations. Mais on retrouve les écrits de Le Rouzic à ce propos.
Et c'est assez amusant parce que lorsqu'ils ont relevé le menhir, il se plaint qu'un de ses crics a cassé lors de la manœuvre. Et donc il dit mais qui c'est qui va me rembourser on va dire ces 400 francs de l'époque. Alors ça serait quand même pas mal, hein. Peut-être que les archéologues se repenchent un petit peu sur la base de ce menhir et refouillent un petit peu la zone pour voir si finalement on ne retrouve pas sa fosse de calage tout de même. Bon, je pense vous avoir tout dit sur ce géant. Est-ce que c'était vraiment un menhir? Difficile à dire. J'aurais quand même tendance à dire que oui, hein. On voit mal pourquoi ce menhir aurait été préparé pour finalement ne pas le dresser, mais ça reste possible. Toutes les pierres, malgré leur grande taille, n'avaient pas forcément vocation à être dressées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va finir la visite avec la fameuse pierre carrée et la pierre de la femme enceinte. Allez, c'est parti. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'éclipse. J'ai beau changer tous les réglages, hein. Je ne vois rien du tout. Donc bon, c'est comme ça. Et on laisse cette éclipse de soleil tranquille. Parce que sinon je vais finir par devenir aveugle. Et on va aller voir cette fameuse pierre carrée. Même si finalement il n'y a pas grand chose à dire parce que même si certains prêtent des propriétés exceptionnelles à ce caillou, eh bien la réalité est tout autre et parfaitement connue des archéologues. À savoir que cette pierre a été complètement dégagée des broussailles en 2024. Et vous pouvez constater qu'on a à cette occasion bien aménagé l'espace autour. Mais c'est quand même un peu triste quand on voit l'état d'abandon dans lequel sont laissés d'autres sites, eux, parfaitement néolithiques. Car je ne vais pas tourner autour du pot. Cette pierre n'est pas issue de l'époque des mégalithes, du moins dans sa forme actuelle. En fait, son aspect carré provient tout simplement des techniques de taillage employées par les carriers. Ça se voit d'ailleurs très bien grâce à ces arrondis, caractéristiques de la manière d'extraire les blocs à l'époque. On retrouve quand même des traces de taillage tout à fait modernes sur cette pierre. Après, ça ne veut pas dire que cette pierre n'était pas un menhir à l'origine, mais on l'aurait retaillée pour s'en servir ici. On voit d'ailleurs que le dessus correspondrait à une phase d'arrachage. Et on pense même que c'est une pierre rapportée d'un autre site. Parce que le granit ici, sa composition, c'est pas vraiment la même que celle du pseudo-quadrilatère et du géant. Et puis, de carré, cette pierre n'en a que le nom, car elle ne possède pas vraiment d'angle droit. Le seul qui s'en rapproche est ici, et c'est lui qui est utilisé dans les théories géométriques. Mais on voit quand même bien qu'on est plutôt sur du 80 degrés. Donc vous allez me dire, mais à quoi aurait pu servir cette pierre si elle n'est pas du néolithique? Pourquoi les carriers seraient venus déposer une pierre comme ça ici? Eh bien, tout simplement, c'est en quelque sorte une pierre d'attelage. On est en fait sur l'ancien chemin qu'utilisaient les muletiers pour amener les premiers touristes sur le site. Et on m'a d'ailleurs raconté une petite histoire amusante sur le sujet. Quand les dames de la haute société venaient ici pour admirer le géant du Magno fraîchement levé, eh bien, elles venaient par ce chemin de muletier. Et donc forcément, on est quand même à quelques kilomètres de Carnac, et ces dames de la haute société n'allaient tout de même pas venir ici à pied et abîmer leurs belles chaussures dans la boue. Et donc, pour venir plus facilement ici, eh bien, tout simplement, les paysans mettaient ces dames richement vêtues sur des mules. Comme ça, elles n'avaient pas à se salir, etc. Et donc, quand elles arrivaient ici, vu qu'une mule, eh bien, c'est quand même assez haut, il fallait les aider à descendre. Et les muletiers, pour éviter de leur mettre la main aux fesses, eh bien, leur ont apporté ce caillou, ce qui aidait à descendre tout simplement de la mule. En fait, des pierres carrées, vous pourrez en voir sur d'autres sites touristiques du début du XXe siècle. J'en ai notamment trouvé une en Côte d'Or, près de ce que l'on appelle le Rocher des Fées.
C'est un immense et magnifique chaos granitique ayant servi de carrière et où l'on raconte que des druides pratiquaient des sacrifices. Et bien sûr, c'est encore sûrement une histoire inventée pour attirer des touristes fortunés. Et comme m'a dit quelqu'un de la région, à l'époque, c'était quand même plus facile de plumer les pigeons, finalement, que de travailler la terre. Je dois quand même bien avouer que je suis aussi un bon client pour toutes ces légendes, car elles m'ont toujours fasciné. Et tant pis si cela fait de moi un pigeon. Outre cette pierre que j'ai trouvée en Côte d'Or, quand j'étais venu l'année dernière, en mars 2024, le secteur à côté là, avait été aussi totalement nettoyé. Et j'avais trouvé une pierre carrée similaire, hein, cachée sous toutes ces broussailles. Je vais vous montrer ça maintenant. Et regardez aussi, juste derrière le géant là, il y a une autre pierre carrée aussi. Mais on a peut-être un vieux menhir ici, hein, ou encore une pierre pour descendre de son canasson. Ça servait peut-être de siège aussi. Visiblement, elle a été dégagée il n'y a pas longtemps. Et ceux qui ont nettoyé le site se sont dit que ça serait peut-être bien de la mettre en valeur. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. C'est pas du tout une pierre du néolithique. Et finalement, le plus intéressant, je trouve ici, c'est l'arbre qui se trouve derrière. Très joli, on dirait un petit peu un bonsaï. Je ne saurais pas trop vous dire c'est quoi comme arbre. Peut-être une sorte de chêne. Je trouve que c'est lui qui met en valeur cette pierre aussi. Très joli en tout cas. J'adore ce petit arbre. Allez, on va laisser ce pauvre caillou tranquille pour aller voir le dernier bloc d'intérêt du site et que les tenants appellent, comme je vous le disais, la dame enceinte. Allez, on emprunte le petit passage. Ça va être la fin de la visite. Alors voilà, on peut remarquer qu'à nos pieds, on voit de gros blocs. Et si vous avez vu mes autres vidéos, vous commencez à connaître. On est devant des restes d'affleurement ayant certainement servi dans la construction du pseudo-quadrilatère. Et vraiment, le bloc qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est vrai qu'il a une forme plutôt particulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on l'appelle la pierre de la femme. Mais moi, j'y vois une sorte de grenouille ou alors peut-être de souris sous cet angle. On pourrait aussi y voir une sorte de tortue ou encore le ventre d'une femme enceinte avec le bulbe, d'où son nom. Et une croyance y est également associée. En effet, il y a une légende qui prétend que ça serait aussi une pierre de fertilité. En fait, lorsqu'une femme désirait avoir un enfant et n'y arrivait pas, il fallait qu'elle vienne ici avec son mari et tout simplement qu'elle s'asseye sur cette pierre. Tandis que le mari se tenait devant le géant du Magno qu'on voit juste derrière. Alors avec tout ce que je vous ai dit, vous imaginez bien que cette légende doit être quand même assez récente, puisqu'elle date sûrement des années 1900-1950, vu que le grand géant a été redressé vers 1900. On a donc encore une pierre à qui l'on prête de nombreuses propriétés. Mais on retrouve sur elle des marques caractéristiques, cette fois-ci, de la manière d'extraire des pierres au néolithique, avec tout particulièrement le gros bulbe. Ça, vous en verrez très souvent dans la région, que ce soit sur les menhirs ou sur les restes d'affleurement, même si ceux-ci sont plutôt rares maintenant. On a aussi une très belle rainure sur le côté qui a peut-être été utilisée pour débiter des blocs au-dessus. On pourrait d'ailleurs se demander si les deux pierres de la porte du pseudo-quadrilatère n'ont pas été extraites ici, car leur forme pourrait correspondre avec le bulbe. Alors je vous disais que ces pierres avaient peut-être été rapportées, mais l'autre possibilité, tout simplement, c'est qu'elles ont été extraites à partir de cet affleurement. En tout cas, c'est une pierre à ne pas louper, car je trouve que c'est l'un des plus beaux affleurements de Carnac. Et bizarrement, on ne vous la montrera pas souvent, et lorsqu'on vous la montre, c'est presque toujours sous cet angle. Alors que selon moi, son principal intérêt se trouve sur son autre face, que je vous cache depuis tout à l'heure et que l'on va découvrir maintenant. Alors regardez un petit peu cette face. Je ne sais pas si vous voyez pas quelque chose, mais il y a une des plus belles pareidolie que j'ai vues au cours de mes aventures sur ce bloc.
Je vais suivre un petit peu pour peut-être que vous la voyez mieux si vous ne l'avez pas vue jusqu'à maintenant. Mais ici, on a une sorte de patte. On remonte la fissure comme ça, jusqu'à la tête. Vous voyez, très très belle tête ici. Sur le sommet, on a l'impression de voir comme une corne qui fait comme ça, hein. Et ensuite, le corps continue jusque là-bas. Et ça délimite très bien aussi avec le sol. Ça fait un très beau corps sur cette pierre. Alors moi, cette pareidolie, on pourrait y voir peut-être une sorte de sphinx, ou alors peut-être une sorte de bouc allongé, un lion aussi. En tout cas, elle est vraiment exceptionnelle. Et c'est marrant parce que c'est vrai que les adeptes des théories alternatives, je ne les ai jamais vus en parler. Alors qu'on pourrait dire, bah, regardez, on a l'impression que ces sites néolithiques sont reliés aux pyramides avec ce grand sphinx par-dessus. Moi, la première fois qu'on me l'a montré, c'est vrai que je suis un peu tombé sur les fesses tellement qu'elle était belle. Bien sûr, cette forme est tout à fait naturelle, et elle est sûrement apparue quand les hommes du néolithique ont débité ce bloc. Et je vous en parle souvent, mais selon moi, quand ils extrayaient les pierres et qu'elles avaient une forme particulière, cela avait une signification pour eux. Et c'est peut-être pour ça que cet affleurement n'a pas été entièrement utilisé. Parce que les hommes du néolithique y ont vu cette forme extraordinaire qui s'était imprimée dessus lors de l'extraction des autres blocs. C'est très joli avec en plus le bulbe derrière. On a l'impression que vraiment on a un lion ou un bélier qui est couché avec une grande montagne derrière. Peut-être que ça représentait pour eux une sorte de grand tumulus avec son gardien couché devant. Incroyable, extraordinaire, cette pareidolie. On va l'appeler le gardien du Magno, qui veille non seulement vers le quadrilatère vers lequel il regarde, sur cette bosse qui ressemble à un grand tumulus comme le tumulus Saint-Michel, et également sur le géant du Magno qui est juste derrière. On a fait le tour, hein. Donc avec le géant et le pseudo-quadrilatère. Donc c'est pas un de mes sites préférés, loin de là, mais il est quand même plutôt magnifique. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Eh bien voilà, encore un site à qui on prête de nombreuses théories astronomiques, géométriques. Mais la réalité est peut-être aussi beaucoup plus simple que ça, hein. Vous en penserez ce que vous voulez. Moi, c'est aussi mon avis, hein, qui est basé sur les réalités archéologiques et historiques. Donc ça peut être aussi un petit peu décevant, je le conçois. Mais ça reste quand même tout à fait intéressant tout ça pour moi. Donc nous, on va continuer dans ce sens-là, vers les alignements de Carlescan. On va aller voir le tumulus du Magno 3, qui est très peu connu, que j'avais aidé à nettoyer l'année dernière. Et vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Donc comme d'habitude, eh bien, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, restez curieux. À bientôt tout le monde. Alors écoutez, normalement là je suis en plein sur l'éclipse, parce que je m'étais trompé d'une heure. Il est 11h48, quasiment midi, et franchement, je ne vois rien du tout. J'ai essayé avec une photo, mais ça vient peut-être aussi de mon appareil, tout simplement. Allez, on décampe.